La société Elf en Libye, le gouvernement n'est pas d'accord. Libye-Tchad, les explications de Robert Gallet en direct dans notre journal. Déficit Concorde, le contribuable devra payer. Marseille, encore une fusillade. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'est pas fréquent que l'État morigène publiquement l'une de ses sociétés nationales. Eh bien, c'est pourtant ce qui s'est passé tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Le ministre de l'Industrie a en effet fait savoir que le gouvernement n'avait pas approuvé l'accord pétrolier entre la société Elf et le gouvernement libyen. Le ministre demande à la compagnie d'examiner l'affaire lors du prochain conseil d'administration de la société ERAP. Alors pourquoi ce désaveu public et sans appel ? Eh bien notamment parce que la Libye vient de décider de fusionner à plus ou moins long terme avec le Tchad. Le colonel Kadhafi en a pris la décision hier à l'issue de la visite du président tchadien Goukouni Ouédeye. On a l'habitude de ces projets grandioses de la Libye, plusieurs fois déjà Tripoli a essayé de réaliser des fusions avec d'autres pays, ça n'a jamais marché. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un rapport de force très différent. Paul Naum. À la différence des autres tentatives du colonel Kadhafi de faire fusionner son pays avec d'autres États de la région, rappelez-vous la tentative de la Libye et de l'Égypte, de la Libye et de la Tunisie, de la Libye et du Soudan, ou plus récemment encore de la Libye et de la Syrie. Cette nouvelle tentative de fusion avec le Tchad a ceci de radicalement différent, c'est que pour la première fois, ce sont les chars libyens qui ont pénétré dans N'Djamena au Tchad et qui sont pratiquement maîtres du pays. Alors, faut-il parler de fusion ou d'annexion pure et simple du Tchad par la Libye, avec comme conséquence immédiate l'inquiétude des autres États limitrophes, à savoir le Niger, le Nigeria, le Cameroun et la République centrafricaine, inquiétude de ces États de se voir un jour la proie de l'expansionnisme du colonel Kadhafi. Dans cette affaire, officiellement, la position du gouvernement français était celle de la fermeté, à savoir une mise en garde très ferme au colonel Kadhafi et une demande de retrait des troupes libyennes du Tchad. En fait, on peut avoir l'impression que le gouvernement français ait été un peu dépassé par les événements, en quelque sorte, si vous voulez, pris de vitesse par Kadhafi et qu'il ait surestimé les capacités de résistance d'Hissène Habré. Enfin, en toile de fond, un contrat négocié par une compagnie pétrolière française sur les recherches en Libye et la signature de ces contrats qui est en contradiction formelle avec les positions prises par le gouvernement français. Oui, des contrats qui permettent donc à la France, à la société Elf en tout cas, de forer et d'aller rechercher dans ces 5 zones que vous voyez ici, 4 zones sur la terre et une zone en mer, donc d'essayer de trouver du pétrole en Libye. Alors en direct avec nous, Robert Gallet, qui est ministre de la Coopération, mais aussi ministre de la Défense, nous le savons depuis quelques jours maintenant. Première question, pourquoi donner de la voix vis-à-vis de Elf quand il s'agit d'aller forer en Libye et non pas quand il s'agit d'aller forer ailleurs? Pourquoi est-ce que vous avez ce rappel à l'ordre? Bon, je crois que ce n'est pas à moi, en ce qui concerne ma compétence, à m'étendre sur ce sujet et que les prises de position à l'issue du Conseil des ministres ont définitivement réglé cette question. Mais l'affaire a bien été abordée en Conseil des ministres. Affirmatif. Bien, est-ce que vous êtes inquiet, M. Gallet, de cette possible fusion du Tchad et de la Libye? Est-ce que vous y croyez d'abord? Sur cette fusion, cette perspective de fusion, je voudrais d'abord faire un commentaire. Je voudrais rappeler que le gouvernement d'union nationale de transition qui gouverne le Tchad est issu des accords de Lagos d'août 1979. Ces accords avaient été signés par toutes les tendances tchadiennes qui, je cite, s'étaient résolues à préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale. À notre connaissance, ce gouvernement d'union nationale ne s'est nullement réuni pour prendre la décision qui conduit à la perspective de fusion. Et d'autre part, je dirais que cette décision est une décision qui paraît incohérente avec la résolution que je viens de citer. Et vous n'y croyez pas beaucoup? D'autre part, bon, ce n'est pas tout. D'autre part, ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'une des dispositions essentielles de ces accords de Lagos, qui constituent la base de ce gouvernement même, était la mise en place d'un dispositif pour faire des élections libres dont sortirait le gouvernement d'union nationale. Alors je ne sache pas que dans cette affaire, dans cette perspective de fusion des 2 États, le peuple tchadien ait été le moins du monde pour l'instant consulté. Je dirais donc qu'une telle perspective de fusion, qui est contraire à toutes les règles internationales et en particulier aux accords de Lagos, ne saurait en aucun cas être approuvée
par la France. Et pour l'instant, vous êêtre sceptique en tout cas quant aux perspectives possibles. Je suis très sceptique. Est-ce que vous avez entendu un petit peu le commentaire de Paul Naon tout à l'heure qui disait qu'effectivement la France, dans cette affaire intérieure au Tchad, n'avait pas fait le bon choix. Vous avez choisi de soutenir plutôt Hissène Habré que Goukouni Ouédéï qui l'a emporté. Pas du tout. Nous n'avons pas du tout choisi de soutenir une partie ou une autre. Je voudrais, dans cette affaire, être tout à fait clair. La France a été amenée à intervenir en Afrique dans un certain nombre de cas. Il s'agissait des interventions à la demande de gouvernement et pour des objectifs de sécurité bien précis dans le cadre des accords que nous avions avec ces mêmes gouvernements. En l'occurrence, en ce qui concerne le Tchad, nous constatons depuis quelques mois que deux fractions ou des fractions se déchirent entre elles, qu'il s'agit d'une véritable guerre civile, que personne ne nous a demandé d'intervenir et que nous ne voyons pas à quel titre nous aurions pu intervenir dans une guerre civile qui nous était complètement étrangère. Mais vous êtes quand même déçu de constater que c'est le pro-libyen Goukouni Ouédéï qui l'a emporté. Non, pas du tout. Je dirais que dans cette affaire, ce n'est pas ça qui est notre sentiment. Notre sentiment, c'est que la France a donné l'indépendance au Tchad en 1962. Nous avons tout fait pour préserver l'unité territoriale et l'intégrité territoriale dans le cadre de la souveraineté des États. Nous constatons aujourd'hui qu'une telle perspective de décision n'a rigoureusement rien à voir avec les objectifs que nous avons suivis et dont je dois dire qu'ils sont en général partagés par l'ensemble des États africains. Oui, mais dans cette politique africaine qui vous tient à cœur et qui tient au cœur du président de la République, il semble bien qu'une pièce vienne de vous échapper, celle du Tchad. Je ne dis pas que nous soyons particulièrement heureux de cette perspective. En tout cas, nous constatons que la France a respecté les accords de Lagos. Et nous sommes, comme nous respectons toujours les décisions souveraines des gouvernements, nous avons retiré les troupes françaises de N'Djamena. Nous l'avons fait librement, conformément aux accords, qui prévoyaient le départ des troupes étrangères. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est que dans le même temps, des gens qui ont fait la promotion de ces accords maintiennent leurs troupes étrangères au Tchad. Nous ne pouvons pas être d'accord. Et vous nous confirmez bien ce soir qu'il n'est pas absolument impossible qu'il y ait une perspective d'intervention française au Tchad. Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions intervenir, puisque, je répète, il n'est pas question que la France intervienne lorsqu'il n'y a pas une demande explicite des gouvernements. Bien, je vous remercie. J'ajoute que la Libye vient de se doter d'un secrétariat à l'énergie atomique et que cela relance de manière très voyante le programme nucléaire libyen. Deuxième point chaud dans le monde aujourd'hui, dans l'actualité, l'Iran. Les négociations avec les États-Unis à propos des otages semblent en bonne voie. Il n'est pas impossible que dans un premier temps, les diplomates américains soient transférés vers l'Algérie, qui a accepté d'être dépositaire des garanties financières données par les États-Unis à l'Iran. C'est d'ailleurs ce qu'annonce ici même le porte-parole du gouvernement iranien, M. Nabati. Et à Washington, l'espoir renaît. Jacques Segui. La nouvelle négociation porte sur 8 à 11 milliards de dollars, représentant l'argent iranien déposé dans les banques, des valeurs et de l'or déposés à la réserve fédérale, des factures non réglées d'importation de pétrole, ainsi que le montant du prix de matériel militaire. Le tout serait transféré sur un compte bloqué en Algérie en attendant un règlement définitif de la crise, dont les rebondissements multiples ont toujours incité à la prudence. Les contacts étaient caractérisés par leur lenteur et la procédure compliquée. Or, si la tradition vient d'être rompue la nuit dernière, c'est que les Américains ont dû recevoir une proposition intéressante pour qu'au plus haut niveau, 2 hommes se retrouvent à 2 heures du matin en train de préparer une réponse expédiée aussitôt à Téhéran. En agissant ainsi, Jody Powell, le conseiller du président Carter, Warren Christopher, qui a mené toute la négociation, auraient donc de bonnes raisons de croire, malgré leurs réserves de façade, que les otages pourraient quitter Téhéran avant le 20 janvier. Les Iraniens, de leur côté, savent qu'ils ont peu à attendre de l'administration Reagan, peu de concessions en tout cas. Car Ronald Reagan a dit clairement que le problème des otages ne serait pas une priorité de sa politique et qu'il ne serait pas, à la manière de M. Carter, le propre otage des 52 Américains de Téhéran. Et c'est pourquoi le risque est grand pour Téhéran et l'Iran de se retrouver, après la date fatidique du 20 janvier, avec 52 Américains dont le sort ne sera plus négociable. Alors donc, pourquoi ne pas négocier dès maintenant? Italie, toujours rien de neuf dans l'enlèvement du juge D'Urso qui a adressé un message pathétique à sa famille. Il ne cédait pas, dit-il, je suis prêt à mourir. Les 2 journalistes de l'Expresso, arrêtés à la suite des contacts avec les Brigades Rouges, ont été suspendus de l'ordre des journalistes de leur province.
Et puis toujours en liaison avec les affaires de presse, en Grande-Bretagne, les médias observent désormais le silence le plus total sur l'affaire de l'éventreur du Yorkshire, à la suite du rappel à l'ordre du ministère de la Justice. Vous savez qu'au terme du droit anglo-saxon, un homme accusé d'un crime, même horrible, est présumé innocent. Il a droit à un juste procès. Il ne faut pas que les jurés puissent être influencés auparavant. En France, un nouveau contrat fixe désormais les rapports entre Air France et l'État. C'est le Premier ministre qui a signé ce contrat qui court sur les 3 ans à venir. On entraînera essentiellement le fait que l'État reprend à sa charge la quasi-totalité du déficit de Concorde qui commençait à coûter cher à Air France. Jean Pézieux. Avion de prestige, Concorde est devenu de plus en plus coûteux avec les hausses continuelles de carburant. Transportant 110 passagers, 3 fois moins qu'Airbus, il consomme 4 fois plus de carburant par passager. C'est le prix de la vitesse, disent ses partisans. Argument commercial qui aurait dû séduire les passagers. Or, Concorde n'est rempli qu'à 57% en dessous du seuil de rentabilité. La direction d'Air France, ne voulant pas supporter seule le déficit, avait obtenu de l'État qu'il en prenne à sa charge les 3/4. Dans le nouveau contrat signé aujourd'hui, c'est 95% du déficit qui sera payé par l'État, c'est-à-dire les contribuables. Pour que Concorde puisse voler, il en coûtera donc cette année 20 francs à chaque Français. Les contribuables paieront encore plus et les passagers encore moins. 90 000 passagers seulement, dont plus de la moitié d'Américains. Alors qu'à peine un Français sur 20 prend l'avion, voilà de quoi donner des arguments à ceux qui demandent soit que les passagers paient réellement le prix du billet, soit que l'État mette Concorde au musée. Oui, au nom de quoi le contribuable français va-t-il payer pour le déficit de cet avion qui n'intéresse, c'est vrai, que quelques-uns? C'est un petit peu le sens de la question que Jean Pézieux a posée à Daniel Leffel, le nouveau ministre des Transports. L'intervention sur le plan exploitation et investissement de Concorde fait partie de ces interventions que l'État juge nécessaires dans les circonstances présentes. Au nom de quoi, monsieur le ministre? Au nom du prestige? Le problème n'est pas de prestige. Et je vous disais tout à l'heure qu'il faut ramener l'intervention qui concerne Concorde à de justes proportions. Même si Concorde demain s'arrêtait, les 2/3 de l'intervention financière resteraient néanmoins nécessaires pour faire face à l'aspect investissement. Et en réalité, l'intervention de l'État, si Concorde continue, ne représente donc qu'environ 1/3 du montant qui est prévu pour le fonctionnement de Concorde dans les 3 années à venir. Toujours au Conseil des ministres, ce matin, un plan quinquennal de formation professionnelle a été adopté. Il coûtera 10 milliards de francs et il permettra à tous les jeunes terminant leur scolarité d'avoir droit à une véritable formation professionnelle qui leur permettra de mieux entrer donc en principe dans la vie active. Un incendie hier dans l'usine de La Hague, usine de retraitement de déchets nucléaires. Incendie totalement circonscrit ce matin et qui apparemment n'a pas inquiété outre mesure les responsables. Voici l'usine de retraitement de combustible nucléaire de La Hague. On n'a rien pu remarquer d'anormal ce matin et les nuages de fumée qui s'échappent au-dessus de l'usine ne sont que de la vapeur d'eau. C'est ici, derrière moi, que s'est produit un incendie hier matin dans l'un de ces cubes que vous voyez. En dessous sont stockés les combustibles irradiés des centrales nucléaires. Mais que s'est-il passé exactement? Pour une raison ou une autre, un point chaud là-dedans. Peut-être que lorsque nous introduirons une caméra pour voir l'intérieur du silo, peut-être on aura une explication. J'en doute un peu parce qu'avec la quantité d'eau énorme qu'on a introduit, et ceci sur un tas de charbon, je le répète, il sera difficile de savoir où la combustion a pu prendre. Ça ne peut pas être un attentat? Ah non, pas à l'intérieur de ce silo. Il faudrait ouvrir tout un opercule sur lequel il faut un gros matériel très complexe pour l'ouvrir. Non, c'est tout à fait exclu. Alors quels sont les dangers en fait que l'on peut redouter d'un tel accident? Oh ben, très minime, hein, très minime, parce que le risque, c'est ce qui avait commencé à se produire, une propagation de contamination à l'extérieur du local qui surmonte le silo. Bon, cette propagation a eu lieu pendant peu de temps, pendant les émissions de fumée, mais c'est rapidement arrêté dans l'axe du vent, si vous voulez, à l'intérieur même du site, et rien n'est sorti à l'extérieur de notre établissement. Alors c'est tout, c'est un problème de contamination qui est resté d'ailleurs très en deçà des normes légales, il n'y avait pas de problème majeur.
Et vous êtes sûr que qu'il n'y a plus de risque? Alors, si vous voulez, j'ai laissé en place, bien entendu, le dispositif de surveillance. Comme lorsqu'il y a un incendie de forêt, on laisse les pompiers pendant quelques jours pour voir si l'affaire ne reprend pas. Mais je ne le crois pas. Un incident certainement mineur, mais dont la cause réelle ne sera pas connue avant longtemps. On peut donc redouter qu'il ne se reproduise, et même s'il n'y a aucune gravité, cela démontre la difficulté des manipulations des matières nucléaires. Oui, à La Hague, je le rappelle, on retraite des déchets radioactifs. À Saint-Priest-la-Prugne, dans la Loire, on va bientôt les stocker. Le Conseil d'information sur l'énergie électronucléaire, présidé par Simone Veil, s'est saisi hier du dossier. Il demande aux responsables du CEA un supplément d'information. De déchets dont le CEA, l'EDF, la Cogema, Eurodif, des sociétés comme Ron Poulenc. Et puis nous avons 3000 petits producteurs de déchets qui sont les hôpitaux, les universités, les laboratoires de recherche, l'industrie aussi produit des déchets. Comment vous choisissez un site de stockage de déchets? C'est vous qui les choisissez? C'est l'agence qui a effectivement cette mission de choisir un site de stockage de déchets. Eh bien, nous les choisissons d'abord pour des raisons géographiques, en faisant en sorte que le transport de ces déchets soit réduit au strict minimum. C'est pour ça que vous avez choisi Saint-Priest-la-Prune. Effectivement, c'est pour la raison pour laquelle nous avons choisi Saint-Priest-la-Prune, parce que le premier centre que nous avons, qui est près de La Hague, est un peu excentrique, qui servira tous les producteurs de déchets qui sont dans la zone ouest et nord-ouest, et il y a une assez bonne concentration dans le sud-est, d'où la nécessité de trouver ce site. Qu'est-ce qu'il y aura à Saint-Priest-la-Prune comme déchets? À Saint-Priest-la-Prune, il n'y aura, comme au centre de stockage de la Manche, premier centre, que des déchets de faible et moyenne activité dont la teneur en émetteur alpha sera inférieure à un seuil qui sera fixé par les autorités. Pas de haute radioactivité? Absolument pas de haute radioactivité. Puisque nous parlons très fréquemment en Antenne 2 de ces problèmes de l'énergie sur lesquels nous pensons qu'il est utile d'apporter le maximum de lumière, si je puis dire, parce qu'ils sont complexes, nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de faire un bilan de l'année qui s'est achevée, une année marquée essentiellement par ce mot énergie. En l'espace de quelques mois, les trois secteurs clés de notre énergie, charbon, pétrole, nucléaire, ont fait plus que de coexister, ils se sont croisés. Le charbon, c'est une richesse du passé qui n'a pas dit son dernier mot. La France en extraira encore longtemps et l'on continue même à rechercher de nouveaux gisements que la gazéification rendra peut-être rentables. Mais les choix du gouvernement énoncés en avril par le ministre de l'Industrie André Giraud sont clairs. La France va cesser d'exploiter les charbons sur lesquels elle perd de l'argent. On ferme et on continuera de fermer les puits non rentables dans le Nord ou les Cévennes notamment. En revanche, à chaque fois qu'il sera moins cher, on importera du charbon étranger. 1980, l'année où pour la première fois en France, le prix de revient du charbon prend le pas sur sa nationalité. Le pétrole, c'est le problème du présent. Pour le payer, 120 milliards de francs sont sortis du pays cette année. C'est comme un impôt extérieur de 2000 francs par Français prélevé par les pays producteurs. Pour ceux qui n'auraient pas bien conscience de cette ponction, le prix du super a servi de rappel quotidien. Il a augmenté 6 fois en 1980 jusqu'à 3,65 francs. Mais l'économie ne vit pas seulement de super et tous les secteurs ont besoin d'énergie. On a donc cherché à limiter la part du pétrole importé avec un certain succès. 1980 est l'année où pour la première fois, les quantités de ce pétrole importé ont très légèrement baissé. Parmi les pays importateurs de pétrole, la France est presque seule dans ce cas. C'est l'effet de la crise qui réduit l'activité, mais aussi des économies d'énergie. La dépendance pétrolière devrait encore décroître avec la mise en route progressive des énergies de l'avenir. Et en attendant les promesses à long terme des énergies nouvelles, l'avenir immédiat, c'est le nucléaire. Le programme d'équipement nucléaire français s'est accéléré en 1980 pour devenir le plus massif et le plus rapide du monde. De Bugey à Tricastin, de Gravelines à Dampierre, les chantiers, les mises en service se sont multipliées. Les craintes et les résistances parfois acharnées de populations riveraines comme celle de Plogoff n'ont pas fait fléchir la détermination des pouvoirs publics. 1980, l'année où l'énergie nucléaire nationale aura explicitement passé outre les réticences régionales ou locales. D'une façon générale, 1980 restera bien comme l'année de l'énergie, l'année où la France a conjugué le charbon au passé, le pétrole au présent et résolument fondé son futur sur l'atome. Chômage technique à l'usine de Mulhouse chez Citroën, 4 jours en janvier, 1 jour en février, 2 jours en mars.
Manu France, la CGC est sceptique devant la décision des cadres CGT de créer une coopérative. Une fois de plus, dit Paul Marchelli, la CGT a mis la charrue avant les bœufs. La grève des détenus corses, c'est un chantage exercé sur la justice, estime Alain Perfit dans une lettre adressée à l'abbé Petrolacci, curé à Bastia, qui lui demandait une justice égale pour tous. À Bastia, justement, pendant ce temps, manifestation de soutien. Et je viens d'apprendre que le commandant Bertolini avait décidé de se porter partie civile dans le procès qui doit commencer le 14, la semaine prochaine donc. Les fondateurs des Républicains indépendants aujourd'hui à l'Élysée, c'était le 10e anniversaire de la mort de l'un d'entre eux, Raymond Mondon, ancien maire de Metz. Une nouvelle défection au PC, celle d'Antoine Spire, qui quitte le parti et qui était l'un des responsables des éditions sociales. Il a surtout été choqué par l'affaire de Vitry. Ce bulldozer, a dit Antoine Spire, que nous entendrons à 23 h, a fait craquer quelque chose en moi. Georges Marchais, dans une lettre au recteur de la mosquée de Paris, a déclaré approuver sans réserve l'action du maire de Vitry. C'est, dit-il, une riposte à l'agression raciste du maire de Saint-Maur. Fait divers, une prise d'otage qui tourne mal à Marseille. 2 malfaiteurs qui s'étaient emparés d'un bijoutier ont été abattus par la police. Les 2 hommes étaient des repris de justice. C'est dans cette bijouterie située rue Clovis-Hugues, dans le quartier de la Belle de Mai, que les 2 gangsters armés avaient projeté de commettre leurs méfaits. Alors qu'ils s'apprêtaient à fuir avec leur butin, ils sont tombés nez à nez avec une voiture de police en patrouille. Paniqués, les gangsters ont emmené dans leur fuite le bijoutier et sont allés se réfugier dans cette boucherie, 50 mètres plus loin. À ce moment-là, la brigade anti-gang avait déjà bouclé tout le quartier. Les clients, une fois libérés, les otages étaient maintenant au nombre de 2, le bijoutier et le boucher, et les gangsters exigeaient un véhicule pour prendre la fuite. Mais oui, on était là à travailler, 2 types qui sont rentrés là-dedans, qui nous ont mis le revolver sur l'oreille, et voilà, bougez pas, et puis voilà, le temps a passé, on attendait une voiture, elle ne venait pas, et puis elle est arrivée, je suis parti avec eux. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous êtes parti et le moment où la fusillade a eu lieu? Eh bien, j'ai traversé une grande partie de la ville en faisant beaucoup d'infractions au code de la route. Les feux rouges, les montées sur les trottoirs, marcher en sens interdit. C'est toi qui te faisais faire tout ça? Eh bien sûr, c'est pas moi. Vers 11 h, les gangsters ont embarqué dans le véhicule demandé avec un otage, le boucher. Aussitôt, les policiers ont organisé la chasse dans les rues de Marseille. Et à un feu rouge, au croisement du boulevard Chave et de la rue Eugène-Pierre, une fusillade s'est engagée. Paniqués par la vue d'un uniforme, les 2 gangsters ont ouvert le feu les premiers. Malheureusement, une de leurs balles perdues a atteint une passante, gravement touchée au ventre. Elle a dû être hospitalisée dans un état sérieux. Les 2 gangsters devaient être tués dans la fusillade. Quant à l'otage, il a eu la présence d'esprit de s'éjecter de la voiture et de plonger à terre dès les premiers coups de feu. Hier, le meurtrier d'un adolescent qui s'était introduit dans son poulailler a été acquitté par la cour d'assises de Nantes. L'avocat général avait pourtant réfuté la thèse de la légitime défense ou de l'autodéfense. Et puis à Valence, le tribunal a condamné à 1 mois de prison ferme un habitant de Romans, dans la Drôme, parce qu'il avait laissé mourir de faim son chien. Le rallye Paris-Dakar, 3 morts parmi les suiveurs, mais qui n'étaient pas en course, 3 Italiens. 2 motocyclistes français ont été blessés, tout comme un Allemand, ainsi que 2 journalistes de FR3, mais plus légèrement. Ils ont été rapatriés. Rugby, 2 nouveautés, une innovation et un retour dans l'équipe de France qui rencontrera l'Écosse le 17 janvier au Parc des Princes pour le tournoi des 5 nations. Le retour, c'est celui de Jean-François Imbernon, 3 fois victime d'une fracture de la jambe et qui retrouve sa place en 2e ligne. L'innovation, c'est la montée de l'arrière Blanco au poste de 3 Carrel, et puis les 2 nouveaux, Daniel Revalier en 2e ligne et Pierre Berbézieux à la mêlée. Daniel Casal. C'est le 1er janvier face à Jérôme Gallion que Pierre Berbizier a décroché sa sélection. 1m68, 68 kg, 22 ans, Pierre Berbizier joue depuis quelques mois seulement demi-mêlée en équipe première à Lourdes. Certains le croyaient un peu tendre pour l'équipe de France, mais son autorité, sa vision du jeu, son art de se faufiler à travers les lignes adverses ont conquis les sélectionneurs. Des sélectionneurs conscients de prendre aujourd'hui un risque, mais néanmoins certains de tenir en Berbizier le demi de mêlée de demain. Berbizier a nous démontré maintenant que nous ne sommes pas trompés, mais nous lui avons fait confiance et je suis persuadé que c'est un bon choix. Mais quelles sont les qualités que vous lui reconnaissez à ce joueur que personne ne connaît? Il aura les démontrer au plus haut niveau, mais il a déjà démontré au niveau de la Coupe des Provinces, mais aussi et surtout dans son club, qu'il avait toutes les qualités requises pour être non seulement un excellent distributeur de jeu, mais aussi peut-être un patron en puissance.
On n'est pas seulement patron par la voix ou par la voix que l'on élève, mais on peut être patron sur un terrain de rugby par sa façon d'évoluer. Et Berbizier a prouvé à Toulouse dernièrement qu'il était peut-être ce petit chef. Il y a un petit chef qui sommeille en lui, et nous avons voulu le mettre au banc d'essai du tournoi des 5 Nations, et là encore, à lui de nous démontrer que nous avons raison. 10 ans et 41 kilos de plus que Berbizier, Calvasivici bien avancé, voici le deuxième ligne Daniel Revalier. 1,88 m pour 109 kilos, Daniel Revalier était jusqu'à maintenant l'éternel remplaçant. Il y a 2 ans, Revalier a quitté Gaillac pour Groyer. Avec son deuxième club, il connaît à 32 ans une deuxième jeunesse. Son âge n'a pas empêché les sélectionneurs de lui faire confiance. Il a pour lui sa puissance et son expérience. À ce poste-là, il y a pénurie pour le moment et c'est la raison pour laquelle Ravaillé, avec les dernières sorties qu'il a faites, a été dans la course. Quant aux 30 ans, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, les Anglais ont été champions du tournoi avec une ligne d'avant en moyenne d'âge de 30 ans. Nous avions peut-être un petit peu la nostalgie de certaines formes de deuxième ligne. Embernon d'un côté présente toutes les garanties que nous souhaitions. Il a prouvé qu'il était revenu à son meilleur niveau. Il fallait accoupler à Embernon un joueur un peu dans son style. Je crois que Revalier s'apparente le plus à ce style de jeu. L'innovation vient de l'arrière. Serge Blanco, qui était en concurrence avec Serge Gabernet pour le poste d'arrière, jouera 3 quarts. Blanco revient ainsi au poste de ses débuts. Les sélectionneurs n'ont pas oublié que le joueur de Biarritz avait occupé ce poste d'ailier avec bonheur au cours de la tournée en Nouvelle-Zélande. Étant donné que pour le moment on était gêné à ce poste-là, et il prend la place, ce qui est tout à fait logique. Ça nous fait un buteur supplémentaire, ça nous fait un homme de terrain, enfin, un joueur au pied qui compte, et en plus ça nous fait un joueur qui est dans les jambes de Blanco. Il y en a beaucoup qui voudraient les avoir. Hein. Bien, on verra donc le 17, c'est-à-dire dans 10 jours tout juste, contre l'Écosse. Les pronostics maintenant de Pierre Elbrès pour le tiercé de demain à Vincennes, le prix de Pierrefonds, le 15, vous le voyez, le 13, le 19, le 17, le 18 et le 20. D'autres chiffres qui viennent de nous parvenir, c'est-à-dire ceux du loto, le 18, le 20, le 31, le 38, le 41 et le 44, avec comme numéro complémentaire le 21. Ouais, il nous faut maintenant parler du temps, le temps hors de France. Tout d'abord, en Autriche, le Premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau a enfin pu sortir d'un hôtel d'une station de ski dans laquelle il était bloqué depuis 3 jours. Je vous laisse imaginer les perturbations de son emploi du temps. Dans l'océan Indien, le cyclone Floride est bien passé sur l'île Maurice et la Réunion. Il n'y a pas eu de victimes dans le département français, mais les régions Est et Sud ont été durement touchées. En métropole, plusieurs villages sont isolés par la neige en Haute-Loire et 3 nouveaux foyers d'incendie se sont déclarés dans les forêts des Alpes-Maritimes, notamment dans la commune de Coursegoule. Je vous laisse découvrir ce que réserve la météo pour demain. Vous le voyez, pas bien sympathique sur le nord du pays. Au-dessus de la Loire, il pleuvra, il y aura des lourds nuages noirs, toujours beaucoup de verglas, de neige dans l'est et un temps un petit peu plus convenable dans le sud, essentiellement sur les côtes méditerranéennes. Voilà, votre tout dernier journal est à 23h20 avec Patricia Charnelet, et Antenne de Midi, demain, recevra Maurice Siegel, qui est le patron de VSD. Je vous souhaite une très très bonne soirée et j'espère vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous.